Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission. Pour ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Colliac. Stéphane, bonjour. Bonjour Flavien. Vous êtes économiste chez BNP Paribas. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On va parler ensemble de l'économie française, de la croissance. Nous avons les chiffres du premier trimestre. On parlera des perspectives pour 2024. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous évoquerons la consommation des ménages. Le chiffre du premier trimestre est connu, plus 0,2% de croissance. C'est un chiffre qui était attendu. Est-ce que c'est conforme aux prévisions du groupe ? C'est un peu mieux. On prévoyait 0,1%. Et ça montre qu'il y a du dynamisme qui ne se dément pas dans l'économie française, notamment du point de vue de la consommation des ménages en service et de l'investissement des entreprises en service. Ces deux aspects qui sont structurels, mais qui se sont même encore un peu mieux comportés que ce qu'on pouvait attendre. Oui, alors la consommation des ménages qui a progressé de 0,4%, donc ça c'est très important parce que la consommation des ménages, ça reste un moteur essentiel de notre économie. Et puis l'investissement des entreprises, plus 0,3%, malgré la hausse des taux d'intérêt sur ces dernières années, les entreprises ont continué à investir. Est-ce que c'est une tendance qui va se confirmer tout au long de l'année 2024 ? Oui, avec une dichotomie quand même, quand on regarde le détail de l'investissement. L'investissement des entreprises en service, notamment en digital, ce qu'on appelle information et communication, c'est très bien comporté, même mieux que ce qu'on pouvait anticiper. Par contre, il y a quand même une marque des taux d'intérêt sur l'investissement en biens, l'investissement en construction, donc les biens d'équipement notamment. Et cet aspect-là, c'est à continuer de se replier. Il devrait rester un peu difficile quand même dans la suite de l'année. Mais on a cette dichotomie et le fait que l'investissement en service l'emporte, ça nous fait un investissement qui progresse. Alors un autre chiffre qui est très important et qui est suivi de près, c'est évidemment le marché de l'emploi, le taux de chômage qui est à 7,5%. C'est un bon chiffre au regard de ces 20 dernières années, on est au niveau le plus bas. Là aussi c'est une surprise, le marché de l'emploi qui résiste bien malgré une croissance qui reste quand même globalement assez atone, même si elle progresse de 0,2 au premier trimestre. Est-ce que là aussi c'est une surprise ? Comment on peut expliquer cette bonne résistance du marché du travail ? Alors, notamment, on n'a pas eu de récession, on a eu une stagnation au pire des moments, au deuxième semestre 2023, donc pas de croissance du tout, mais pas non plus de baisse de l'activité. Donc ça, c'est un élément favorable. On a des effets de rétention de main-d'œuvre dans les secteurs qui ont, par le passé, eu des difficultés à recruter. Donc ça, c'est un élément positif aussi. Puis on est dans une économie en transition. Donc on a des secteurs qui ont des difficultés, mais on en a d'autres qui doivent investir, qui doivent se développer. On a aussi la substitution de l'emploi salarié vers l'emploi indépendant, avec l'emploi indépendant qui se développe énormément. Donc on a beaucoup de soutien, en fait, toujours à l'emploi, et ce qui explique ce taux de chômage qui reste relativement faible. Avec la transition énergétique qui, justement, génère aussi des créations d'emplois. C'est un des secteurs qui embauche certainement ? Oui, notamment dans l'industrie. On sait qu'on a des besoins et qu'on aura même du mal à embaucher suffisamment de gens, notamment des ingénieurs, quand on connaît les besoins que l'on aura dans les années qui viennent et la formation, le nombre d'ingénieurs que l'on forme chaque année. On est déjà en pénurie d'ingénieurs et on le sera probablement encore davantage les années qui viennent. Alors une autre bonne nouvelle, c'est que l'inflation qui avait beaucoup progressé au cours de ces 2 dernières années baisse, cette tendance se confirme. Alors c'est vrai en zone euro, c'est vrai en France, c'est vrai aussi aux États-Unis, peut-être un peu moins aux États-Unis parce qu'elle reste plus élevée. 2,2%, on se rapproche finalement de cet objectif de 2%, ce qui va permettre à la BCE certainement de baisser ses taux. Est-ce que c'est un scénario là aussi qui est anticipé par BNP Paribas, par les économistes de BNP Paribas ? Oui, ça aura probablement un effet positif, oui, puisque d'ores et déjà, on a arrêté de monter les taux il y a quand même déjà quelques temps, donc ça a déjà été un premier effet positif, celui d'arrêter un peu les frais. Mais il y a quand même un impact sur la consommation de biens durables et sur l'investissement en biens. Et le fait de baisser les taux, ça permettra une reprise certainement assez progressive, puisqu'on n'atteint pas non plus des fortes baisses de taux d'intérêt, mais ça permettra une reprise. Ok, donc ça veut dire que sur le deuxième semestre, on reste optimiste, avec cette baisse des taux qui pourrait porter certains secteurs comme le bâtiment, l'immobilier. Également au deuxième semestre, certainement le pouvoir d'achat des ménages. On a vu au cours du premier trimestre 2024 que les salaires augmentaient plus vite que l'inflation. Les chiffres ont été publiés par le ministère du Travail. Ça aussi, c'est un moteur supplémentaire pour l'activité économique au cours du deuxième semestre 2024 ? Oui, alors un moteur mesuré, dans le sens où on a eu des salaires qui n'ont pas tous suivi l'inflation les 2 dernières années. Le SMIC est indexé à l'inflation, donc par nature, il a suivi. Mais au fur et à mesure où on monte dans la grille des salaires, on suit de moins en moins l'inflation sur les 2 années précédentes. Cette année, ça devrait être l'inverse. On devrait avoir des salaires qui progressent un peu plus vite que l'inflation. Mais on ne rattrapera pas tout le débours des 2 précédentes années, ce qui implique qu'on a effectivement un rebond de la consommation, mais de façon mesurée. On ne va pas rattraper tout ce qu'on n'a pas fait les 2 années qui précédaient. Pas de risque de boucle salaire-prix malgré tout, parce que pendant ces 2 années de forte inflation, les salaires ne suivaient pas forcément, donc il n'y avait pas de risque de boucle. Est-ce que là, ce risque est écarté pour 2025, notamment les
perspective d'inflation reste mesurée? Oui, on peut l'affirmer aujourd'hui sans prendre trop de risques, puisqu'on voit quand même si les salaires dépassent un peu l'inflation, ils ralentissent aussi. Et ils ralentissent déjà depuis mi-2023, donc c'est assez clair maintenant. Et la prévision de croissance pour 2024, chez BNP Paribas, elle est de combien pour la France? 0,9%, pas très loin de celle du gouvernement qui a 1%. Et ça souligne une poursuite de l'accélération de la croissance au deuxième semestre. Très bien Stéphane, je vous propose maintenant de passer au deuxième sujet de notre échange, la consommation des ménages. Je le disais, c'est un moteur très important de notre croissance économique, ça pèse un peu plus de 50% de notre produit intérieur brut. Vous mettez en avant l'évolution sur ces 20 dernières années, une évolution forte qui s'est accélérée entre la consommation en biens et la consommation en services. Pouvez-vous nous expliquer de façon très simple et rapide la différence entre les deux? Alors, la consommation en biens, c'est par exemple sur l'alimentation quand on va acheter dans un supermarché. La consommation en service, c'est quand on achète dans un restaurant, qu'on se fait livrer d'un restaurant chez soi. Donc ça, c'est une consommation en service. Pour les transports, acheter une voiture, c'est une consommation en biens. Prendre un bus, c'est une consommation de service. Et ce que l'on constate, ce que vous le constatez maintenant depuis plusieurs années, c'est que la consommation en biens, elle a du mal à redémarrer. Elle est à 5% inférieure à son niveau pré-Covid, donc 2019. À l'inverse, la consommation des services, elle a retrouvé son niveau d'avant-crise. Est-ce que c'est une tendance structurelle de notre économie? Oui, il y a plein de raisons à ça. Il y a l'ubérisation, c'est-à-dire le fait de se faire livrer, par exemple, la nourriture à domicile et de moins aller dans les magasins. Donc ça, c'est un des aspects. La digitalisation, le fait de consommer davantage de technologies, mais pas forcément en achetant quelque chose, mais en consommant des services de ce type-là. Donc la société des loisirs aussi, le fait de ne pas couper dans ses vacances, surtout en sortie de Covid, quand on a été confiné un petit moment, bien sûr, c'est pas le moment de rester enfermé chez soi de nouveau. Donc ces éléments-là sont positifs et soutiennent la consommation de services. Et donc cette substitution fait qu'on verra probablement la consommation de services dépasser celle de biens assez rapidement. On le voit d'ailleurs dans les dépenses de consommation des ménages, quand on regarde les postes budgétaires sur ces 30 dernières années, les dépenses liées aux loisirs, au tourisme sont très protégées dans le budget des ménages. Et c'est vrai qu'on a une société, il suffit de regarder d'ailleurs les fréquentations des parcs d'attractions, etc. On voit que c'est à très haut niveau. Et à l'inverse, la consommation en biens, elle pâtit du fait que, comme nous sommes un pays développé, le taux d'équipement des ménages en biens est déjà très élevé et que souvent on est sur des marchés de renouvellement. Donc on peut dire, sans prendre de risque, que c'est une tendance qui va se confirmer au cours des prochaines années? Alors déjà, il y a eu un effet accélérateur très récent, c'est l'inflation qui a accéléré cette transition. Le fait de travailler chez soi, les nouvelles formes de travail aussi ont accéléré cette transition-là. Et puis, il y a d'autres éléments qui vont le faire. La transition écologique qui invite parfois à utiliser quelque chose pour le service qu'il offre et pas forcément pour le posséder. Ça, c'est un élément qui aussi va aider et accélérer cette transition. Oui, donc quelle que soit l'activité que l'on fait, et en particulier dans le groupe BNP Paribas, il faut être capable effectivement d'intégrer tous ces éléments pour pouvoir faire un peu de prospective et imaginer le monde de demain en matière de consommation et d'économie. Donc pour terminer, Stéphane, je voudrais vous remercier d'avoir participé à cette émission. Je vous renvoie sur le site de la recherche économique du groupe BNP Paribas. Vous avez toutes les prévisions qui sont faites par le groupe sur la macroéconomie d'une façon très générale. Merci et puis à très bientôt. Merci, Julien.